Pour des milliers d'amateurs de faits criminels réels, il n'existe qu'une affaire plus diffusée et ancrée dans la culture obscure d'Internet que les événements tragiques de Columbine en 1989. À la suite de ce massacre aux conséquences incalculables au milieu des années 2007, la psychologie sadique des criminels en série a marqué brutalement le nouveau siècle, à travers une étrange série de meurtres dans la ville de Dnipropetrovsk, en Ukraine. Aujourd'hui, peu de personnes n'ont jamais entendu parler de ces événements. Cela ne signifie pas pour autant que tout le monde les connaît. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement marquant qui restera gravé dans votre mémoire longtemps. N'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer, et je vous raconte tout. Le 14 juillet 2007, dans un village près de Dnipropetrovsk, en Ukraine, les habitants ont été témoins d'une scène horrible. Cela s'est passé juste devant leur porte. Natalia Mamachok, âgée de 45 ans, conduisait un scooter sur la petite place du village lorsque deux hommes inconnus ont soudainement couru vers elle et l'ont renversée. Ensuite, les agresseurs ont saisi un marteau et un tuyau et l'ont sauvagement tuée, ne lui laissant aucune chance de se défendre. Une fois l'attaque terminée, les meurtriers ont pris le scooter de leur victime et se sont enfuis. Les habitants du village, qui avaient assisté à l'attaque de loin, ont tenté de poursuivre les agresseurs, mais il était déjà trop tard. La police a été appelée et deux enfants se sont présentés pour témoigner qu'ils avaient vu de près le visage des agresseurs. Grâce à leur description, une équipe spéciale a été formée. Les enquêteurs ont rapidement relié ce crime brutal à une série de meurtres commis au hasard qui se produisaient dans toute la région de Dnipropetrovsk. Le siège de l'équipe spéciale se trouvait dans la capitale Kiev et l'enquête était dirigée par le chef-inspecteur Vassili Paskalov. L'équipe en charge de l'affaire comptait plus de 2000 enquêteurs à la recherche des responsables, faisant de cette enquête l'une des plus importantes d'Ukraine en 2007. À ce stade, les agresseurs étaient déjà connus sous le nom des Maniacs de Dnipro, et la région était terrifiée par cette récente attaque. La police savait qu'elle devait les arrêter au plus vite. Selon les informations du dossier, la première attaque a eu lieu dans l'après-midi du 25 juin 2007. Ekaterina Ilchenko, âgée de 33 ans, rentrait de l'appartement d'une amie. Elle vivait à Dnipropetrovsk, en Ukraine. En approchant de son domicile, elle a été brutalement abordée par des agresseurs. Son corps n'a été découvert que le lendemain, à 5 heures du matin, par sa propre mère. La police locale a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné. Cependant, l'autopsie a révélé des détails troublants. Les blessures avaient été infligées par derrière, frappant violemment le côté du crâne d'Ekaterina, ne lui laissant absolument aucune chance de se défendre. Alors que cette affaire était encore en cours d'examen, le même jour, les policiers ont trouvé un autre corps, celui de Roman Tatarevitch. Il était étendu sur un banc près du bâtiment du ministère public de Dnipropetrovsk. Au départ, les deux attaques n'ont pas été reliées entre elles. L'autopsie a révélé que le crâne de Roman avait été littéralement écrasé sous de multiples coups portés avec un objet lourd. Les preuves suggéraient que l'homme dormait probablement au moment de l'attaque. Fait curieux, les deux crimes avaient été commis à une courte distance l'un de l'autre. Malgré cela, rien ne semblait les relier. La victimologie était différente et les autorités pensaient encore qu'il s'agissait de deux affaires isolées. Le 1er juillet 2007, les corps d'Evgenia Grichenko et de Nikolai Sertchouk ont été retrouvés dans la ville voisine de Novomoskovsk. 5 jours plus tard, la nuit du 6 juillet 2007 a marqué un tournant brutal. Les rues de Dnipropetrovsk sont devenues véritablement hostiles. Un jeune recrue récemment démobilisé, Egornet Foloda, rentrait d'une soirée dans un club local. À un moment donné, il a été violemment attaqué près de la rue Bohdan Chmelnytsky. Son corps a été découvert au matin par sa propre mère. La nouvelle de ce crime atroce s'est rapidement répandue, mais la tension est montée d'un cran lorsque la police a découvert un autre corps, celui d'une gardienne de nuit, Elena Sheran, âgée de 28 ans. Elle avait visiblement été battue avec un objet lourd. Son corps a été retrouvé au coin de la rue Koziora. Les blessures qu'elle présentait étaient identiques à celles d'Ekaterina Ilchenko.
Les preuves ont révélé que les agresseurs avaient frappé la victime avec une violence inouïe, même lorsqu'elle était déjà à terre. Plus tard, les policiers ont découvert que les agresseurs avaient volé un sac rempli de vêtements que la victime portait avec elle. Ils avaient également utilisé l'un des vêtements pour essuyer l'arme du crime avant de jeter le sac. Ce même matin, un autre corps a été découvert. Il s'agissait de Valentina Anza, mère de 3 enfants, mariée à un homme handicapé. Elle portait les mêmes blessures brutales. Les enquêteurs ont intensifié leurs efforts, mais aucun lien concret ne permettait encore de relier ces crimes entre eux. Chaque cas semblait isolé et était traité séparément par différents officiers de police à Dnipropetrovsk. Le lendemain, Andrei Sidiouki et Vadim Liakov, 2 adolescents âgés de 14 ans, résidents du village de Podgorodinoï, étaient en train de pêcher sur une petite rive de la rivière locale. Ils ont été attaqués par 2 agresseurs. Andrei a été tué sur le coup, mais Vadim a réussi à s'échapper et a alerté la police. Cependant, les enquêteurs n'ont pas cru son histoire et ont arrêté le garçon, le soupçonnant d'être le véritable meurtrier de son ami. Vadim a été soumis à un interrogatoire intense, sans qu'un avocat ne soit autorisé à l'assister. Pire encore, il a été battu par les policiers, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'était en réalité pas responsable du crime. Malgré les mauvais traitements qu'il a subis, Vadim aida néanmoins la police en fournissant une description détaillée des agresseurs. À cet instant, les enquêteurs ont conclu que toutes les attaques récentes étaient reliées entre elles. Cependant, les responsables de cette vague de meurtres ne semblaient absolument pas intimidés. Les attaques ont continué avec la même intensité. Entre le 6 et le 14 juillet, 13 autres meurtres ont été signalés. Les corps étaient toujours retrouvés le jour même. Le 14 juillet, l'attaque contre Natalia Mamachuk a eu lieu, conduisant à la création d'une équipe spéciale dans la capitale, Kiev. Les 15 et 16 juillet, 2 nouvelles victimes ont été retrouvées. Elles avaient visiblement également été choisies au hasard par leurs agresseurs. Les enquêtes et la création de l'unité spéciale ont été gardées secrètes pour la population. Les meurtres étaient également censurés, et les autorités ne faisaient aucune déclaration officielle concernant les assassinats en série. En revanche, les rumeurs sur l'existence de maniaques violents dans la région se faisaient de plus en plus persistantes. Les autorités n'ont même pas averti les habitants ni donné de description des suspects, ce qui a laissé la population totalement démunie face aux dangers dans les rues. Heureusement, les rumeurs ont atteint un niveau de panique qui a rapidement fait diminuer le nombre de personnes dans les rues. Les nuits à Dnipropetrovsk étaient devenues calmes et désertes. Pourtant, chacun savait que l'horreur rôdait quelque part, à la recherche de nouvelles victimes. À cette période, il était très clair pour l'unité spéciale ukrainienne que la victimologie tournait autour de cibles vulnérables, enfants, personnes âgées, sans-abri, femmes ou encore des individus ivres qui erraient dans les rues après une fête. La diminution du nombre de personnes dans les rues était une satisfaction pour les autorités. Mais malheureusement, les assassinats continuaient. Le 16 juillet 2007, le corps de Sergei Yatsenko, âgé de 48 ans, a été retrouvé portant des blessures infligées par des animaux sauvages de la région. Cependant, selon l'autopsie, l'homme était déjà très affaibli lorsqu'il a été attaqué, non pas par des animaux sauvages, mais par ses assassins. Une enquête approfondie a révélé que Sergei venait tout juste de se remettre d'une rechute due à un cancer en phase terminale. Le traitement l'avait laissé incapable de parler, et il avait donc accepté des travaux plus légers, comme la réparation de voitures ou la cuisine. On a également découvert que Sergei était marié, père de 2 enfants et grand-père d'un petit-fils. Il s'occupait aussi de sa mère handicapée. L'histoire de cet homme est devenue encore plus tragique lorsque l'on a appris qu'il avait survécu 16 ans plus tôt à un accident dans une ferme où il travaillait. Il conduisait un tracteur lorsqu'il avait perdu le contrôle et était tombé d'une colline dans une rivière où il était resté coincé sous le véhicule, submergé par l'eau. Lorsque les pompiers ont réussi à le dégager, il était pratiquement mort, mais il avait été réanimé. À l'époque, sa survie avait été qualifiée de miracle. Au moment de sa mort, son épouse était sortie pour le chercher, craignant qu'il ait eu un accident de moto à cause de sa faiblesse physique. Elle avait même préparé des photos de son mari et les avait distribuées dans le village. Un habitant ayant vu ces photos s'est souvenu d'avoir aperçu une moto abandonnée dans une zone isolée. Il a conduit la famille de Sergei jusqu'à cet endroit, où le corps de l'homme a été retrouvé par ses propres proches.
Initialement, il pensait qu'il avait été attaqué par des animaux sauvages, mais les résultats de l'autopsie ont révélé quelque chose d'encore plus terrible. Au début, sa mort n'a pas été reliée à la vague de meurtres dans la région. Cependant, les enquêteurs l'ont rapidement ajouté à la liste des victimes. À ce stade, la seule caractéristique commune entre les crimes était la brutalité des blessures infligées au visage des victimes. Certaines étaient battues jusqu'à devenir méconnaissables, tandis que d'autres avaient même les yeux arrachés alors qu'elles étaient encore vivantes. D'autres victimes avaient été mutilées, et il était évident qu'elles avaient été torturées. La victime la plus brutalement attaquée était une femme enceinte dont le fœtus avait été retiré de son corps. Bien que la brutalité des crimes fût frappante et répugnante, les enquêteurs ont constaté qu'aucune violence sexuelle n'avait été commise dans ces attaques. Cela indiquait que les criminels avaient simplement une forte obsession pour tuer. Ils étaient désormais connus sous le nom des maniaques de Dnipropetrovsk. La plupart des biens des victimes étaient retrouvés sur les lieux, mais dans certains cas, des téléphones portables et des objets de valeur avaient été volés, puis probablement revendus dans des magasins de prêteurs sur gage locaux. Toute la région a été étudiée, et il était certain que les agresseurs agissaient sur un territoire très étendu, allant bien au-delà de Dnipropetrovsk. Face à ces résultats, les enquêteurs ont commencé à distribuer des croquis des suspects présumés, ainsi que des listes des objets volés, remises aux propriétaires de magasins de prêteurs sur gage. Rapidement, des rapports sur des objets volés ont commencé à affluer dans tout le district de Vinnytsia. Cette progression rapide dans l'enquête indiquait que, probablement, les policiers allaient bientôt localiser les suspects. Heureusement, ils avaient raison. Dans les derniers jours du mois de juillet 2007, les rues sont redevenues tranquilles après l'annonce de l'arrestation des maniaques. Les habitants de la ville pouvaient enfin marcher à nouveau en toute sécurité dans les rues de leur ville natale. Cependant, ce n'était que le premier pas vers la justice. Le 23 juillet 2007, quelqu'un a essayé de vendre un téléphone volé dans l'un des magasins de prêteurs sur gage locaux. Lorsqu'il a allumé le téléphone pour démontrer son bon fonctionnement, l'unité spéciale a immédiatement identifié l'appareil. Ce dernier appartenait à l'une des victimes et a permis de localiser le suspect. Lorsque les autorités sont arrivées au magasin, elles ont été surprises de trouver deux jeunes garçons bien plus jeunes qu'elles ne l'avaient imaginé. Une fois arrêtés, ils ont été identifiés comme étant Igor Supranyuk et Viktor Sayenko, âgés de 19 ans. Les suspects ont révélé l'existence d'un troisième complice, nommé Alexander Hanza. Cependant, lorsque les autorités sont arrivées au domicile de ce dernier, il avait déjà jeté les téléphones des victimes dans les toilettes. Bien que tous aient été récupérés, aucun des appareils n'a pu être remis en état de marche. Le trio a été accusé de 29 crimes, dont 21 meurtres et 8 agressions où les victimes avaient survécu ou réussi à s'échapper. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, Viktor Sayenko et Alexander Hanza étaient amis depuis leur enfance. Quant à Igor Supranyuk, il avait déménagé dans la région alors que les deux autres étaient déjà en 3e année d'école. L'arrivée d'Igor a marqué un tournant dans le comportement de Viktor et Alexander, qui sont rapidement devenus plus agressifs. Leurs notes scolaires ont également chuté drastiquement. Un professeur interrogé a déclaré qu'Igor Supranyuk était un enfant timide, mais violent, souvent vu en train de se battre avec ses camarades. En 5e année, le trio avait eu des démêlés avec les autorités après avoir été surpris en train de jeter des pierres sur des trains qui passaient dans la région. Lors de leur arrestation, Viktor Sayenko a raconté une anecdote glaçante. Un jour, Igor les avait forcés, lui et Alexander, à se suspendre au balcon d'un appartement situé au 14e étage. Selon lui, cette expérience leur aurait permis de surmonter leur peur du vide. Alexander, quant à lui, avait une phobie du sang, au point d'avoir peur de donner un bain chaud à son chat, de crainte de le blesser. En réponse, Igor lui aurait conseillé de torturer des chiens pour surmonter cette peur. Cette idée a conduit le trio à capturer des chiens dans leur quartier, qu'ils éventraient et accrochaient aux arbres. Les jeunes posaient fièrement avec les cadavres des animaux qu'ils avaient eux-mêmes massacrés. Lors de leur arrestation, de nombreuses photographies macabres ont été découvertes et diffusées sur Internet. Igor Supranyuk, né le 20 avril, le même jour qu'Adolf Hitler, se photographiait souvent en faisant des références au dictateur, avec des moustaches dessinées, des croix gammées et des saluts nazis.
À 17 ans, Igor avait frappé un garçon du quartier et volé son vélo, qu'il avait ensuite vendu à Victor. À l'époque, les deux jeunes avaient été appréhendés, mais ils n'avaient pas été inculpés en raison de leur jeune âge. Après avoir quitté l'école, Alexander Hanza a travaillé comme ouvrier et Victor a été embauché comme agent de sécurité dans une usine métallurgique. Igor, quant à lui, est resté sans emploi pendant des années, sa seule source de revenus étant un travail de chauffeur de taxi sans licence. Il conduisait une Daewoo Lanos verte offerte par ses parents. C'est durant cette période que les meurtres ont commencé. Les enquêteurs ont découvert que bon nombre des victimes étaient des clients d'Igor. Les criminels ont confessé que les victimes avaient été attaquées dans le véhicule avant d'être tuées. Cependant, Alexander Hanza n'a participé qu'à un seul vol dans le taxi et non au meurtre. Après leur arrestation, la presse a rapporté que les criminels provenaient de familles riches, ce qui aurait pu jouer en faveur des suspects. Le père d'Igor, Vladimir Suproniuk, a déclaré dans une interview qu'il avait employé son fils dans l'entreprise Yushmash comme pilote d'essai et qu'il avait même volé avec l'ancien président ukrainien Leonid Kuchma. Cependant, le vice-ministre de l'Intérieur, Nikolai Kupiansk, a démenti ces informations, affirmant que toutes les familles étaient pauvres. Curieusement, plus tard, Viktor Sayenko a été représenté par son propre père, Igor Sayenko, un avocat réputé, confirmant ainsi que les familles des agresseurs étaient effectivement aisées. Avant le procès, la petite amie de l'un des suspects a informé les autorités que le trio souhaitait réaliser plus de 40 vidéos de meurtre pour les vendre sur Internet. Selon elle, Igor Suproniuk était en contact avec le propriétaire d'un site de films snuff riche qui aurait commandé ces vidéos. Cependant, le chef de la sécurité régionale, Ivan Stupak, a nié cette déclaration, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve liant les crimes à la production de films snuff. Nous pensons qu'il faisait cela comme un passe-temps, pour se constituer une collection macabre à l'avenir, a déclaré le responsable Olev Vlasenko. Le vice-ministre de l'Intérieur, Nikolai Kupiansk, a commenté que, pour ces jeunes, les meurtres étaient une forme de divertissement ou de chasse. Avant le procès, des preuves ont été découvertes dans les affaires personnelles d'Igor Suproniuk, montrant que les crimes avaient des motivations propres. Il s'agissait notamment de coupures de journaux sur les attaques, ainsi que de photographies des crimes avec des légendes comme « Les faibles doivent mourir, les forts survivront ». Igor Suproniuk a été accusé de 27 crimes, dont 21 meurtres, 8 agressions et une accusation de cruauté envers les animaux. Viktor Sayenko a été accusé de 18 meurtres, 5 vols et une accusation de cruauté envers les animaux. Alexander Hanza, pour sa part, n'a été inculpé que pour un vol à main armée. Le procès a été fixé et la sentence finale était attendue par tous, les habitants de Dnipropetrovsk. Le père de Viktor Sayenko, qui agissait en tant qu'avocat de son fils, a déclaré lors du procès qu'une quatrième personne était impliquée dans les crimes. Son nom était Danila Koslov, et selon les enquêteurs, il avait été accusé des meurtres, mais relâché grâce à l'influence de sa famille. Dans une interview, Tiana Shiran, sœur de la victime Elena Shiran, a affirmé avoir vu le nom de Danila Koslov dans les documents concernant le meurtre de sa sœur. Elle a également rapporté que les enquêteurs lui avaient dit que Danila avait été libéré parce qu'il n'avait tué personne. De plus, Igor Sayenko a continué à spéculer sur le fait que des familles riches cachaient les véritables coupables. Il a raconté qu'avant l'arrestation de son fils et de ses amis, la police avait arrêté 2 hommes et une femme soupçonnés de meurtre. Cependant, ces informations auraient été étouffées. Les enquêteurs affirment que cela ne s'est jamais produit, mais certaines sources officielles de la police ont confirmé qu'en date du 19 juillet 2007, 3 personnes avaient bien été arrêtées. Malheureusement, il s'est avéré que ces personnes avaient des parents puissants. L'information a donc été rapidement supprimée, et à la place, mon fils et ses 2 amis ont été inculpés. Je pense aussi que la femme arrêtée ce jour-là a quitté le pays et vit maintenant en Allemagne, a déclaré Igor Sayenko. Cependant, le juge, visiblement indifférent aux théories du complot avancées, a écarté ces accusations, forçant la défense à revoir sa stratégie. Ainsi, l'avocat de Victor a affirmé que le jeune homme souffrait d'une dépendance psychologique envers Igor Suproniuk. Selon la défense, Victor avait été menacé par Igor et avait participé au crime sous la contrainte. Devant le tribunal, Victor lui-même a déclaré qu'il avait peur d'Igor depuis la 7e année.
En réponse, le procureur a présenté des vidéos des meurtres enregistrés par les accusés. L'un de ces enregistrements, qui a fini sur Internet, montrait la victime Sergei Yatsenko, âgé de 48 ans, attaqué à coups de marteau dans un sac plastique dans une zone forestière. Le crime, d'une violence inouïe, a duré environ 4 minutes, laissant les spectateurs du tribunal horrifiés et paralysés. Dans la vidéo, l'un des meurtriers sourit même à la caméra avant de retourner calmement à la voiture. Là, ils discutent de l'incident comme si de rien n'était. Seuls Igor et Victor apparaissent dans les images, démontrant non seulement qu'ils étaient les principaux auteurs des meurtres, mais aussi qu'ils éprouvaient un plaisir évident à tuer. Le procureur a poursuivi en montrant des photos macabres. Les jeunes y posaient fièrement près des tombes des victimes ou lors de leurs funérailles, témoignant de leur mépris absolu. Parmi les preuves présentées, les images documentant leur violence contre des animaux ont particulièrement choqué. Le 29 octobre 2008, plus de 300 photographies et 2 vidéos des crimes ont été présentées comme preuves. La défense des accusés a alors affirmé que les images et les vidéos avaient été trafiquées illégalement. Cependant, lors de son interrogatoire, le juge Ivan Senchenko a demandé à Victor et Igor s'ils reconnaissaient les jeunes dans les vidéos. Ils ont froidement nié. Le juge, exaspéré, leur a lancé « Vous n'êtes pas aveugle ». Le procureur a ensuite appelé Valérie Voronil, expert en montage vidéo, qui a témoigné que les enregistrements étaient authentiques. Le 11 février 2009, le tribunal de Dnipropetrovsk a condamné Igor Supruniuk pour 21 meurtres et Viktor Sayenko pour 18 meurtres. Ils ont été jugés coupables de meurtres prémédités et condamnés à la réclusion à perpétuité. De plus, ils ont reçu 15 ans supplémentaires pour vol. Alexander Hanza, dont la participation à un vol avait été prouvée, a été condamné à 9 ans de prison. Le juge Ivan Senchenko a déclaré que les crimes des jeunes étaient motivés par une affirmation morbide de soi. Le 18 août 2009, la Cour suprême d'Ukraine a transféré l'affaire au tribunal régional d'appel de Dnipropetrovsk. Cette décision a été bien accueillie par Igor Sayenko, qui continuait d'affirmer que son fils avait été condamné à tort. Cependant, la porte-parole du procureur a précisé que cette décision faisait partie du protocole et qu'il était peu probable que la sentence change. Le 24 novembre 2009, la Cour suprême d'Ukraine a confirmé les peines de réclusion à perpétuité pour Igor Supruniuk et Viktor Sayenko. Alexander Hanza, quant à lui, est resté silencieux concernant sa condamnation à 9 ans. Dans les années qui ont suivi, les maniaques de Dnipropetrovsk sont devenus un sujet sombre de l'Internet. Leurs vidéos et images de crimes ont été diffusées librement, alimentant fascination et horreur. Fait révoltant, ce sont les visages des agresseurs, non ceux des victimes, qui restent gravés dans la mémoire collective. Une injustice criante pour ces vies brisées.